Il existe, quelque part dans les profondeurs insondables de l'espace, une frontière que personne n'a jamais franchie et dont personne ne reviendra jamais pour témoigner. Ce n'est pas une frontière physique, pas un mur de pierre ou d'acier planté dans le vide intersidéral. C'est une frontière de la pensée, une limite au-delà de laquelle les lois de la physique cessent de rassurer et commencent à terrifier. Cette nuit, nous allons traverser cette frontière ensemble. Nous allons plonger dans un territoire où la mécanique quantique rencontre la conscience humaine, où les mathématiques de l'univers suggèrent quelque chose de si troublant que la plupart des physiciens refusent d'en parler publiquement. Nous allons explorer l'idée que vous, précisément vous qui lisez ces mots en cet instant, êtes peut-être immortel. Non pas au sens religieux du terme, non pas dans un sens métaphorique ou spirituel, mais au sens strict de la physique théorique. Les équations disent quelque chose. Et ce qu'elles disent change tout ce que nous croyons savoir sur la vie, la mort et la nature même de la réalité. Chaque seconde qui s'écoule pendant que vous êtes là, environ 10 000 muons traversent chaque mètre carré de la surface terrestre. Ces particules subatomiques, vestiges de collision entre rayons cosmiques et molécules atmosphériques, transpercent votre crâne, votre cœur, la chimie délicate de votre cerveau. Elles traversent la matière comme si elle n'existait pas. La plupart du temps, rien ne se passe. La particule passe et continue sa route vers le centre de la Terre. Mais de temps en temps, très rarement, un rayon cosmique frappe une molécule d'ADN d'une manière précise, déclenche une mutation, provoque une cascade cellulaire qui pourrait, des années plus tard, devenir quelque chose de mortel. Vous ne le sentez pas, vous ne le sentirez jamais. Et pourtant, à cet instant même, les dés quantiques roulent à l'intérieur de votre corps. Si vous appréciez ce voyage à travers les mystères de l'univers, un simple geste pour nous soutenir, un pouce levé, un abonnement, cela compte énormément pour nous et nous permet de continuer à explorer ces territoires fascinants ensemble. Maintenant, considérez ce matin. Vous vous êtes réveillé. Vous avez posé les pieds sur le sol. Peut-être avez-vous préparé du café, consulté votre téléphone, ouvert la porte pour affronter le monde extérieur. Routine banale. Journée ordinaire. Rien de notable. Mais voici ce que vous n'avez pas remarqué. Pendant la nuit, des milliards d'événements quantiques se sont produits à l'intérieur de votre organisme. Des liaisons chimiques se sont formées ou brisées. Des enzymes de réparation ont corrigé des erreurs dans votre ADN, ou ne les ont pas corrigées. Des neurones ont émis des impulsions électriques qui ont déterminé la profondeur de votre sommeil, la nature de vos rêves, la manière exacte dont votre conscience a émergé du néant de la nuit pour retrouver la lumière du jour. Chacun de ces événements, au niveau le plus fondamental, est gouverné par la mécanique quantique. Chacun d'entre eux aurait pu se dérouler autrement. Et selon l'une des interprétations les plus rigoureuses de la physique moderne, chacun d'entre eux s'est effectivement déroulé autrement, dans un autre embranchement de la réalité. Voici l'idée qui va nous accompagner tout au long de cette nuit. Il existe peut-être des versions de ce matin où vous ne vous êtes pas réveillé. Des versions où le rayon cosmique a frappé la mauvaise molécule, où l'arythmie cardiaque silencieuse a franchi un seuil critique, où le véhicule qui roulait dans la voie d'en face a dévié d'1 mètre à gauche au mauvais moment. Ces versions existent peut-être, aussi réelles que celle dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Vous n'êtes simplement pas dans ces branches-là. Vous ne pouvez pas y être parce que vous êtes ici, vivant, conscient, en train de lire. Et la raison pour laquelle vous êtes vivant n'est peut-être pas la chance, c'est peut-être la physique elle-même. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord rencontrer des personnes qui n'auraient jamais dû survivre. Des personnes dont l'existence défie tellement les probabilités que les mathématiques elles-mêmes semblent le bégayer en essayant de les expliquer. En 1971, un avion s'est désintégré à 10 000 mètres d'altitude au-dessus de la forêt amazonienne péruvienne. 91 personnes se trouvaient à bord. 90 sont mortes.
Une adolescente de 17 ans, toujours attachée à sa rangée de sièges, a traversé 3 kilomètres d'atmosphère en chute libre, a percuté la canopée dense de la jungle et a atterri dans les sous-bois. Colonne claviculaire fracturée, une entaille au bras, un œil gonflé. Pendant 11 jours, elle a marché à travers la forêt tropicale, suivant un cours d'eau comme son père zoologiste le lui avait enseigné. Elle a croisé les corps d'autres passagers. Des insectes se sont enfoncés dans ses blessures. Elle n'avait pas de nourriture. Le 11e jour, elle a trouvé un campement de bûcherons. Ils l'ont secourue. Les physiciens et les experts en aviation ont étudié ce cas pendant des décennies. La meilleure explication implique une combinaison de facteurs si spécifiques et si improbables que les reproduire délibérément serait pratiquement impossible. La rangée de sièges a fonctionné comme un aérofrein rudimentaire. La canopée amazonienne a absorbé l'énergie de l'impact sur plusieurs couches successives. Les conditions de vent, la position du corps, l'angle exact de l'entrée dans les arbres, tout s'est conjugué dans une séquence si étroite que la probabilité s'effondre en un nombre trop petit pour avoir un sens intuitif. Et pourtant, elle a vécu. L'année suivante, en janvier 1972, une hôtesse de l'air se trouvait à bord d'un avion qui a explosé à plus de 10 000 mètres d'altitude au-dessus de la Tchécoslovaquie. L'appareil s'est disloqué en 3 sections. Tous les autres occupants sont morts, 27 passagers et membres d'équipage. Elle est tombée de plus de 10 km sans parachute, enfermée dans un fragment de fuselage qui a percuté une colline enneigée selon un angle escarpé. Un ancien infirmier militaire de la Seconde Guerre mondiale l'a trouvée hurlant dans les décombres. Crâne fracturé, 2 jambes brisées, 3 vertèbres fracturées, paralysée de la taille vers le bas, 27 jours de coma, 16 mois d'hôpital, et puis elle a remarché. Elle a vécu jusqu'en 2016, décédant à l'âge de 66 ans. Prenons un autre cas, encore plus étrange dans sa persistance. Un garde forestier en Virginie a été frappé par la foudre 7 fois entre 1942 et 1977. 7 fois. Pas des quasi-impacts, pas des surtensions électriques, des frappes directes de foudre sur son corps. La première a touché une tour d'observation et lui a brûlé un ongle de pied. La deuxième a frappé son camion et lui a brûlé les sourcils. La troisième l'a atteint dans son propre jardin. La quatrième a mis feu à ses cheveux. Les 5e, 6e et 7e ont suivi les années suivantes, chacune le trouvant avec la précision d'un missile à tête chercheuse verrouillé sur un seul corps humain. La probabilité d'être frappé par la foudre une seule fois dans une année donnée aux États-Unis est d'environ 1 sur 1 million. La probabilité d'être frappé 7 fois sur 35 ans est si basse que les mathématiciens peinent à exprimer ce nombre de manière significative. Il a survécu aux 7 impacts. Il est décédé en 1983 à l'âge de 71 ans, non pas de la foudre, mais d'une blessure par balle. Ces 3 destins, la jeune fille qui a traversé l'atmosphère, l'hôtesse de l'air qui a chuté de 10 km, le garde forestier touché 7 fois par la foudre, représentent des événements si statistiquement improbables que la théorie des probabilités conventionnelles peine à les absorber. Et voici la question qui change absolument tout. Si ces événements ne sont ni des miracles, ni des anomalies, ni de la simple chance, et s'il existait un mécanisme enfoui dans la couche la plus profonde de la loi physique qui rend ce type de survie non seulement possible, mais, d'un certain point de vue, inévitable. C'est ici que la mécanique quantique entre en scène. Et la scène devient très étrange. Pour saisir ce qui va suivre, il faut d'abord comprendre quelque chose de fondamental sur la nature de la réalité à l'échelle subatomique. Au début du XXe siècle, les physiciens ont découvert que le monde microscopique ne fonctionne pas du tout comme le monde que nous percevons au quotidien. Dans notre expérience ordinaire, les objets ont des positions définies, des vitesses précises,
des trajectoires prévisibles. Une balle de tennis lancée en l'air suit une courbe calculable. Une voiture sur l'autoroute occupe un emplacement spécifique à chaque instant. Le monde classique est net, solide, déterminé. Le monde quantique est un brouillard. À l'échelle des atomes et des particules subatomiques, les objets n'ont pas de position définie tant qu'on ne les mesure pas. Un électron en orbite autour d'un noyau n'est pas une petite bille tournant sur une trajectoire circulaire, c'est un nuage de probabilité, une fonction d'onde qui décrit la probabilité de trouver l'électron à chaque point de l'espace. Avant la mesure, l'électron n'est nulle part en particulier. Il est partout à la fois, dans une superposition de tous les états possibles. Ce n'est pas que nous ignorons sa position, c'est que la position n'existe pas encore. Elle est créée par l'acte même de la mesure. Cette idée, aussi contre-intuitive qu'elle soit, n'est pas une spéculation. C'est le fondement expérimentalement vérifié de toute la physique moderne. Les transistors dans votre téléphone, les lasers qui lisent les données sur Internet, l'IRM qui produit des images de votre cerveau, toute cette technologie repose sur la mécanique quantique et sur l'acceptation que le monde subatomique est fondamentalement probabiliste. Mais cette étrangeté pose un problème colossal. Si les particules existent dans des superpositions d'états multiples avant d'être mesurées, que se passe-t-il au moment de la mesure? Comment passe-t-on d'un nuage de possibilités à un résultat unique et défini? Comment le brouillard se solidifie-t-il en un fait concret? La réponse dominante pendant la majeure partie du XXe siècle s'appelait l'interprétation de Copenhague. Formulée principalement par Niels Bohr et Werner Heisenberg dans les années 1920, elle stipulait que la fonction d'onde, cette description mathématique de la superposition, s'effondre au moment de la mesure. Le nuage de probabilité se réduit instantanément à un seul résultat. L'électron qui était partout à la fois se retrouve soudainement quelque part en particulier. Cet effondrement est aléatoire, gouverné par les probabilités contenues dans la fonction d'onde. Et c'est tout. Ne demandez pas ce qui se passe pendant l'effondrement. Ne demandez pas pourquoi un résultat particulier est choisi plutôt qu'un autre. Ne demandez pas ce qui arrive aux autres possibilités. Ces questions, selon Bohr, ne relèvent pas de la physique. Elles relèvent de la métaphysique, et la métaphysique n'est pas l'affaire des physiciens. Cette position a dominé la physique pendant 3 décennies. Les étudiants l'apprenaient dans leurs cours. Les manuels la présentaient comme un fait établi. Les voix dissidentes n'étaient pas réfutées, elles étaient simplement ignorées. Une phrase capturait l'esprit de l'époque, attribuée au physicien David Mermin. « Tais-toi et calcule. Ne demande pas ce que signifie la fonction d'onde. Applique les formules, obtiens les bons résultats, avance. » Mais certains esprits refusaient de se taire. Albert Einstein a passé les dernières décennies de sa vie à combattre l'interprétation de Copenhague. Il proposait des expériences de pensée, des paradoxes, des variables cachées, tout pour démontrer que la mécanique quantique était incomplète, qu'il devait exister une réalité plus profonde sous les probabilités. Bohr répondait à chaque défi. Au moment de la mort d'Einstein, en 1955, la communauté physique avait largement conclu que Bohr avait gagné le débat. Et puis, en 1957, un jeune homme de 26 ans, doctorant à l'université de Princeton, a soumis une thèse qui proposait quelque chose de radicalement différent. Son nom était Hugh Everett III. Et son idée allait changer la manière dont nous comprenons la structure de la réalité, même si lui-même en paierait un prix terrible. L'idée d'Everett était d'une simplicité vertigineuse, ce qui la rendait d'autant plus dérangeante. Il posait une question simple. Que se passe-t-il si on prend les mathématiques au pied de la lettre? Que se passe-t-il si la fonction d'onde ne s'effondre jamais? Que se passe-t-il si l'équation de Schrödinger, l'équation fondamentale de la mécanique quantique, dit la vérité complète sur l'univers à chaque instant, sans exception, sans interruption, sans intervention magique d'observateurs,
ou de dispositifs de mesure ou d'esprit conscient? La réponse qu'il trouva était stupéfiante. Si la fonction d'onde ne s'effondre jamais, alors chaque résultat possible de chaque événement quantique se réalise effectivement. L'univers ne choisit pas un chemin. Il les emprunte tous. Quand un photon frappe un séparateur de faisceaux et a une probabilité de 50% d'aller à gauche ou à droite, les deux choses se produisent. L'univers se divise. Dans une branche, le photon est allé à gauche. Dans l'autre, il est allé à droite. Les deux branches sont également réelles. Les deux continuent d'exister, et chaque particule, chaque interaction, chaque événement quantique dans l'ensemble du cosmos fait cela constamment. Everett appela cela la formulation des états relatifs. Le physicien Bryce DeWitt lui donna plus tard le nom que nous connaissons aujourd'hui, l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique. Les conséquences, si cette interprétation est correcte, sont vertigineuses. Pas des milliards d'univers parallèles, pas des billions. Une infinité non dénombrable, se ramifiant à chaque interaction quantique, s'étendant en arrière jusqu'à l'origine du temps lui-même. Chaque version des événements que la mécanique quantique autorise est réelle quelque part. Chaque lancée de dés atterrit sur chaque nombre. Et voici où cela devient personnel. Si chaque résultat possible de chaque événement quantique est réalisé, alors il existe des branches de la fonction d'onde universelle où vous avez survécu à tout. À chaque quasi-accident, à chaque maladie qui aurait pu vous emporter, à chaque accident qui a failli se produire. Dans la grande majorité des branches, le rayon cosmique frappe votre ADN et rien ne se passe. Dans un nombre infinitésimal de branches, il déclenche quelque chose de fatal. Mais vous, l'observateur conscient, ne pouvez jamais vous trouver que dans une branche où vous avez survécu. Vous ne pouvez pas faire l'expérience de votre propre mort, car l'expérience exige un observateur vivant. Ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas de la pensée magique, c'est une conséquence logique directe de l'une des interprétations les plus rigoureuses mathématiquement de la physique quantique jamais proposée. Mais pour comprendre pleinement cette idée, il faut d'abord comprendre l'expérience qui l'a rendue visible. Une expérience si simple qu'on pourrait la construire dans un garage, et pourtant si profonde qu'elle contient, selon les mots de Richard Feynman, le mystère central de la mécanique quantique. Chaque paradoxe, chaque impossibilité, chaque question qui empêche les physiciens de dormir depuis un siècle est concentrée dans cette seule expérience. Imaginez un mur avec deux fentes étroites découpées côte à côte. Derrière le mur, un écran. Devant le mur, une source de lumière. En 1801, le polymathe britannique Thomas Young a réalisé cette configuration pour trancher un débat qui consumait la physique depuis plus d'un siècle. La lumière est-elle faite de particules, comme Isaac Newton le croyait, ou la lumière est-elle une onde, comme Christian Huygens l'avait proposé? Young dirigea un faisceau de lumière cohérente vers la barrière percée de deux fentes. La lumière traversa les deux ouvertures et frappa l'écran de l'autre côté. Si la lumière avait été constituée de particules, de minuscules projectiles voyageant en ligne droite, on aurait dû voir deux bandes brillantes sur l'écran, une derrière chaque fente. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Ce qui est apparu sur l'écran était un motif d'interférence. Des bandes alternées de luminosité et d'obscurité se déployant sur l'écran en un arrangement complexe et régulier. C'est la signature d'un comportement ondulatoire. Quand deux ondes se rencontrent, leurs crêtes et leurs creux interagissent. Là où deux crêtes se superposent, les ondes se renforcent mutuellement et la lumière est plus brillante. Là où une crête rencontre un creux, elle s'annule et la lumière disparaît. Le résultat est un motif de franges, alternativement brillantes et sombres, que seules des ondes peuvent produire. Young avait sa réponse. La lumière est une onde. La communauté physique a fini par accepter cette conclusion, et pendant la majeure partie du XIXe siècle, la théorie ondulatoire de la lumière a régné sans partage. Puis,
le XXe siècle est arrivé et tout s'est effondré. En 1905, Albert Einstein a publié un article expliquant l'effet photoélectrique, le phénomène par lequel la lumière frappant une surface métallique éjecte des électrons. Le comportement de ces électrons éjectés ne pouvait pas être expliqué par la théorie ondulatoire. L'énergie des électrons ne dépendait pas de l'intensité de la lumière, comme la théorie des ondes le prédisait. Elle dépendait de la fréquence. L'explication d'Einstein était radicale. La lumière n'est pas une onde continue. Elle vient en paquets discrets d'énergie, des quantas, des particules. Einstein les appela quanta de lumière. Nous les appelons photons. Alors, qu'est-ce que c'est? Onde ou particule? L'expérience de Young dit onde. L'analyse d'Einstein dit particule. Les deux expériences sont correctes. Les deux résultats sont reproductibles. Les deux sont soutenus par des montagnes de preuves. La réponse, comme la mécanique quantique allait finalement le révéler, est les deux et ni l'un ni l'autre. Et l'expérience de la double fente est l'endroit où cette impossibilité devient visible. Voici ce qui se passe quand vous réalisez l'expérience de la double fente avec un équipement moderne et que vous envoyez un seul photon à la fois. Vous installez les fentes. Vous installez l'écran. Vous visez une source de lumière capable d'émettre des photons individuels, un par un, avec des intervalles mesurables entre eux. Vous tirez un photon. Il frappe l'écran. Vous voyez un unique point lumineux, un photon, un point. Il se comporte comme une particule. Vous tirez un autre photon, un autre point, et un autre, et encore un autre. Si vous tirez 10 photons, vous voyez 10 points dispersés sur l'écran, apparemment au hasard. Rien de spécial, juste des particules frappant un mur. Mais si vous tirez 10 000 photons, un par un, sans aucune possibilité qu'ils interagissent entre eux, quelque chose de stupéfiant se produit. Les points ne sont pas aléatoires. Ils se regroupent en bandes, des bandes lumineuses et des bandes sombres, un motif d'interférence. Le même motif que Jung avait observé 200 ans auparavant. Un motif d'interférence nécessite des ondes. Il nécessite deux ondes qui se rencontrent et se renforcent ou s'annulent mutuellement. Mais vous avez tiré un photon à la fois. Il n'y a qu'un seul photon dans l'appareil à chaque instant. Il n'a rien avec quoi interférer, à moins qu'il ne passe par les deux fentes simultanément. Un seul photon, tiré vers un mur percé de deux fentes, semble passer par les deux fentes en même temps, interférer avec lui-même, et produire un motif qui révèle sa nature ondulatoire. Il frappe l'écran comme une particule, un unique point à un emplacement unique. Mais la probabilité de l'endroit où ce point apparaît est gouvernée par un comportement ondulatoire qui exige que le photon soit passé par les deux fentes. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une simplification. C'est ce qui se passe réellement. Et cela devient encore plus étrange. Supposons que vous vouliez savoir par quelle fente le photon est réellement passé. Question parfaitement raisonnable. Vous placez un détecteur à l'une des fentes, un minuscule capteur qui enregistre si un photon l'a traversé. Vous tirez à nouveau les photons, un par un, et cette fois, vous vérifiez. Le détecteur vous dit que chaque photon passe par l'une des fentes ou par l'autre, jamais par les deux. Il se comporte exactement comme une particule, et le motif d'interférence sur l'écran disparaît. Les points forment maintenant deux simples bandes, une derrière chaque fente, exactement ce qu'on attendrait de particules voyageant en ligne droite. L'acte d'observer par quelle fente le photon passe modifie son comportement. Quand vous ne regardez pas, le photon se comporte comme une onde passant par les deux fentes et interférant avec lui-même. Quand vous regardez, le photon se comporte comme une particule passant par une seule fente et ne produisant aucune interférence. L'observation elle-même détermine quelle nature le photon exhibe. Bohr appela cela la complémentarité. La nature ondulatoire et la nature particulaire sont des descriptions complémentaires. Vous pouvez observer l'une ou l'autre, mais jamais les deux simultanément.
L'interprétation de Copenhague dit que la réalité au niveau quantique n'existe pas dans un état défini tant qu'elle n'est pas mesurée. Le photon n'est pas une particule qui passe secrètement par une fente. Le photon n'est pas une onde qui passe secrètement par les deux. Le photon est dans une superposition de passage par les deux fentes jusqu'à ce qu'une mesure effondre cette superposition en un seul résultat défini. Avant la mesure, la question « par quelle fente est-il passé ?» n'a pas de réponse. Pas parce que nous ne savons pas, parce qu'il n'y a pas de réponse. Cela dérangeait les gens. Cela dérangeait Einstein. Cela dérangeait Schrödinger. Cela dérangeait tous ceux qui croyaient que l'univers devrait avoir des propriétés définies, qu'on le regarde ou non. Et c'est Schrödinger lui-même, l'homme qui avait écrit l'équation fondamentale de la mécanique quantique, qui proposa en 1935 une expérience de pensée pour exposer l'absurdité de l'interprétation de Copenhague appliquée aux objets du quotidien. Imaginez un chat dans une boîte scellée. À l'intérieur de la boîte, un dispositif connecté à un atome radioactif. Si l'atome se désintègre, un événement quantique avec une probabilité de 50% sur une période donnée, le dispositif libère du poison et le chat meurt. Si l'atome ne se désintègre pas, le chat vit. Selon l'interprétation de Copenhague, avant que vous n'ouvriez la boîte, l'atome est dans une superposition de désintégrés et non désintégrés. Le dispositif est dans une superposition de déclenchés et non déclenchés. Et le chat est dans une superposition de vivants et morts. Vivants et morts en même temps. Pas métaphoriquement, littéralement, jusqu'à ce que vous ouvriez la boîte et observiez. Schrödinger voulait que ce soit une critique. Il disait « Voyez combien votre interprétation est ridicule. Un chat ne peut pas être à la fois vivant et mort. Quelque chose a mal tourné dans votre raisonnement. » Mais l'interprétation de Copenhague a absorbé le choc. Bohr et ses disciples ont argumenté que l'expérience de pensée montrait simplement les limites de l'application des descriptions quantiques aux objets macroscopiques. Everett, lui, a regardé le chat de Schrödinger et a vu quelque chose de complètement différent. Il a vu un chat qui est à la fois vivant et mort. Non pas parce que les mathématiques sont absurdes, mais parce que les mathématiques sont correctes. La fonction d'onde ne s'effondre pas. Le chat est vivant dans une branche et mort dans une autre. L'observateur qui ouvre la boîte se divise en deux observateurs. Un qui voit un chat vivant et un qui voit un chat mort. Les deux sont réels. Les deux continuent, aucun ne sait que l'autre existe. L'expérience de la double fente, sous l'interprétation des mondes multiples, raconte une histoire similaire. Le photon passe par les deux fentes parce que les deux résultats sont réels. Le motif d'interférence apparaît parce que les deux branches interagissent au niveau quantique avant que la décohérence ne les sépare. Quand vous placez un détecteur à l'une des fentes, l'interaction entre le photon et le détecteur provoque la décohérence, le processus par lequel les superpositions quantiques deviennent intriquées avec l'environnement et perdent leur relation cohérente. Les branches se séparent. Le motif d'interférence disparaît. Non pas parce que l'observation crée la réalité, mais parce que l'observation, qui est simplement une interaction physique, déclenche la décohérence qui sépare les branches. Cette explication est plus élégante que celle de Copenhague. Pas de ligne arbitraire entre le quantique et le classique. Pas d'effondrement mystérieux. Pas de rôle spécial pour la conscience. Juste l'équation de Schrödinger opérant continuellement, divisant le monde en branches chaque fois que des événements quantiques se produisent. Et c'est précisément pourquoi les mondes multiples ont gagné tant de terrain dans les décennies qui ont suivi la proposition d'Everett. Non pas parce que c'est intuitif, c'est spectaculairement contre-intuitif. Une infinité d'univers parallèles n'est pas une chose facile à accepter, mais parce que c'est mathématiquement plus simple. Cela nécessite moins d'hypothèses. Cela traite l'observateur comme une partie du système, pas comme une exception. Et cela résout le problème de la mesure,
le plus profond casse-tête non résolu des fondements de la physique, en le dissolvant. Il n'y a pas de problème de mesure s'il n'y a pas d'effondrement. Il n'y a que des embranchements, de l'intrication, la réalité démocratique et implacable de chaque résultat possible se réalisant. Mais revenons à l'homme qui a tout commencé. Car pour comprendre la théorie, il faut comprendre celui qui l'a écrite. Et pour comprendre cet homme, il faut remonter à une enfance solitaire à Washington, à une lettre envoyée à Albert Einstein, et à une soirée à Princeton où une bouteille de Xérès a changé l'histoire de la physique. Hugh Everett III est né le 11 novembre 1930 à Washington, dans le district de Columbia. Ce ne fut pas un commencement chaleureux. Ses parents se sont séparés quand il était jeune. Sa mère l'a élevé pendant ses 7 premières années, puis son père, un officier militaire, a pris le relais, accompagné d'une belle-mère. L'enfant était silencieux, studieux, intensément mathématique, d'une manière qui le distinguait des autres enfants. Il ne se faisait pas facilement des amis, il ne partageait pas facilement. Ce qu'il possédait depuis un très jeune âge, c'était un esprit qui avançait en ligne droite, à travers les problèmes complexes, tranchant l'ambiguïté avec une précision froide, qui pouvait être confondue avec de l'arrogance, mais qui n'était en réalité que de l'efficacité. À l'âge de 12 ans, Hugh Everett III fit quelque chose de remarquable. Il écrivit une lettre à Albert Einstein. La lettre posait une question sur la nature de l'univers. Qu'est-ce qui le maintient ensemble? Y a-t-il quelque chose d'aléatoire au cœur des choses, ou quelque chose d'unificateur? La question elle-même importe moins que le fait qu'un garçon de 12 ans ait eu l'audace de l'écrire et le cadre intellectuel pour l'articuler. Einstein répondit. Sa réponse fut brève et caractéristiquement chaleureuse. Ce petit bout de papier se trouve aujourd'hui dans les archives, reliant 2 des esprits les plus importants de l'histoire de la physique. L'un à la fin de sa carrière, l'autre au tout début de la sienne. Everett obtint une bourse partielle pour un lycée de Washington, puis s'inscrivit à l'Université catholique d'Amérique où il étudia le génie chimique. Il était brillant. Il était aussi, selon ses camarades de classe, un athée convaincu dans une institution catholique, une combinaison qui générait des frictions considérables. Selon son biographe, Everett conduisait les jésuites dévots à la distraction avec ses questionnements scientifiques et présenta un jour une preuve logique contre l'existence de Dieu qui aurait, dit-on, fait perdre la foi à l'un de ses professeurs. À l'université catholique, Everett rencontra quelque chose qui allait silencieusement façonner le reste de sa vie. Il lut un article sur la dianétique dans un magazine de science-fiction. La dianétique, précurseur de la scientologie, proposait que l'esprit pouvait être compris comme une sorte de machine de calcul et que la médecine conventionnelle était fondamentalement défaillante. Everett ne devint jamais scientologue, mais il conserva une profonde méfiance envers la médecine conventionnelle pour le restant de ses jours. Il ne verrait jamais volontairement un médecin, ne se soumettrait jamais à un examen physique, ne chercherait jamais de traitement pour les affections qui détruisaient lentement son corps. Ce détail a une importance capitale. Il importe énormément pour la suite de l'histoire. Il obtint son diplôme en 1953 et s'installa à l'université de Princeton grâce à une bourse de la National Science Foundation. Princeton, dans les années 1950, était le centre de l'univers de la physique. Einstein était encore vivant, travaillant à l'Institute for Advanced Study, juste au bout de la route. John Archibald Wheeler, l'un des physiciens théoriciens les plus créatifs du monde, faisait partie de la faculté. Wheeler avait contribué au développement de la théorie de la fission nucléaire aux côtés de Niels Bohr. Il avait travaillé sur le projet Manhattan. Il avait inventé le terme « trou noir ». Sa liste d'étudiants diplômés se lit comme un annuaire des plus grands noms de la physique du XXe siècle. Richard Feynman, Jacob Bekenstein, Kip Thorne et désormais Hugh Everett III. Everett suivit des cours de physique mathématique avec Eugene Wigner,
le physicien hongrois qui remporterait plus tard le prix Nobel. Wigner avait ses propres vues sur la mécanique quantique. Il argumentait que la conscience humaine, peut-être même une forme de conscience cosmique, était essentielle à l'effondrement de la fonction d'onde. L'acte d'observation, croyait Wigner, n'était pas seulement un processus physique, il impliquait l'esprit de manière fondamentale. Everett trouva cela profondément insatisfaisant, non pas parce que c'était mystique, bien que ça l'ait été, mais parce que c'était arbitraire. Pourquoi la conscience devrait-elle être spéciale? Pourquoi l'esprit humain devrait-il occuper une position privilégiée dans les mathématiques de l'univers? Les équations de la mécanique quantique ne l'exigeaient pas. Les équations décrivaient la superposition, l'évolution et les probabilités. L'effondrement était ajouté à la main, imposé aux mathématiques de l'extérieur, comme une règle dans un jeu que personne ne pouvait expliquer. Everett commença à se demander « Et si l'effondrement n'était pas réel? Et si la fonction d'onde ne s'effondrait jamais? Et si les mathématiques, prises au pied de la lettre, disaient la vérité complète ?» Le moment d'illumination survint lors d'une soirée en 1954. Everett se trouvait à un rassemblement avec son camarade de promotion, Charles Misner, et un visiteur qui était assistant de Niels Bohr. Ils buvaient du Xérès, ils parlaient assez de physique, et plus spécifiquement, ils imaginaient ce qu'Everett décrivit plus tard comme des choses ridicules sur les implications de la mécanique quantique. Et si la fonction d'onde était tout? Et s'il n'y avait pas d'effondrement? Et si l'observateur n'était pas en dehors du système mais à l'intérieur, décrit par les mêmes mathématiques que tout le reste? L'idée le frappa comme une vague, pas une réalisation graduelle, une intuition soudaine. Les mathématiques étaient déjà là. Schrödinger avait écrit l'équation, Dirac avait développé le formalisme. Von Neumann avait prouvé que la mécanique quantique était mathématiquement complète. Tous les outils existaient. Ce qu'Everett fit était plus simple et infiniment plus radical. Il prit les mathématiques existantes au sérieux. Il proposa que la fonction d'onde de l'univers, l'état quantique total de tout ce qui existe, ne s'effondre jamais. Elle évolue selon l'équation de Schrödinger à tout moment, sans exception, sans interruption, sans intervention magique. Quand une mesure est effectuée, ce qui semble se produire, l'effondrement apparent en un seul résultat, s'explique par le fait que l'observateur devient intriqué avec le système mesuré. L'observateur ne voit pas un seul résultat parce que les autres résultats cessent d'exister. L'observateur voit un seul résultat parce que l'observateur s'est divisé. Dans une branche de la fonction d'onde, l'observateur voit spin haut. Dans une autre branche, l'observateur voit spin basse. Les deux branches sont réelles. Les deux observateurs sont réels. Aucun ne connaît l'existence de l'autre. Everett passa l'année et demie suivante à développer cette idée en une thèse doctorale. Le premier brouillon, écrit en 1956, faisait 137 pages. Dense, mathématique, sans compromis, il démontrait que sa formulation était cohérente avec toutes les observations expérimentales. Il prouvait que l'apparence de probabilité, de hasard, d'effondrement de la fonction d'onde pouvait être dérivée des mathématiques d'une fonction d'onde qui ne s'effondre jamais, simplement en considérant comment des observateurs à l'intérieur du système expérimenteraient leur propre corrélation avec les objets dès qu'ils mesurent. Wheeler était enthousiaste. Il reconnaissait la brillance de l'approche. Il reconnaissait aussi le danger, car la thèse d'Everett n'était pas seulement une nouvelle interprétation. C'était un défi direct lancé au physicien le plus puissant du monde vivant. Niels Bohr, l'architecte de l'interprétation de Copenhague, l'homme qui avait battu Einstein en débat public, l'homme dont la parole dans la communauté physique des années 1950 avait force de loi. Wheeler savait que si la thèse d'Everett était présentée de la mauvaise manière, elle serait non pas réfutée mais rejetée, balayée d'un revers de main, traitée comme le travail d'un excentrique plutôt que d'un collègue. L'establishment physique
des années 1950, n'était pas tendre avec les hérésies. Et ce qu'Everett proposait était la plus grande hérésie en mécanique quantique depuis qu'Einstein avait dit à Bohr que Dieu ne joue pas aux dés. Wheeler commença à travailler sur Everett. Il lui dit de réviser la thèse, de l'adoucir, de retirer le langage le plus provocateur, de couper les sections qui défiaient directement le principe de complémentarité de Bohr, de réduire le manuscrit de 137 pages à quelque chose de plus court, de plus acceptable, de plus digeste. Everett résista. Wheeler insista. Le résultat fut un compromis qui ne satisfit personne. La thèse fut réduite de 137 pages à environ 36. Le titre fut changé, les implications les plus radicales furent atténuées ou enfouies sous des formulations prudentes. La soutenance orale eut lieu le 23 avril 1957. Le comité conclut que le candidat avait réussi un très bon examen. Il avait traité un sujet très difficile et défendu ses conclusions fermement, clairement et logiquement. Il faisait preuve d'une aptitude mathématique marquée, d'une acuité dans l'analyse logique et d'une grande capacité à s'exprimer. Everett avait son doctorat. Mais le véritable test n'était pas le comité. Le véritable test était Bohr. Et ce test était sur le point de commencer. Pour comprendre ce qui est arrivé à la théorie de Hugh Everett, il faut comprendre l'empire qu'elle défiait. Niels Bohr, né à Copenhague en 1885, avait passé un demi-siècle au centre absolu de la physique théorique au moment où Everett soumit sa thèse. Prix Nobel de physique en 1922, fondateur de l'Institut de physique théorique de Copenhague, le quartier général intellectuel de la mécanique quantique, il avait formé une génération entière de physiciens. Heisenberg, Pauli, Born, Landau, entre autres. Il avait débattu avec Einstein aux conférences Solvay et, selon le jugement de la majorité de la communauté physique, avait gagné. Bohr ne s'était pas contenté de contribuer à la mécanique quantique. Il avait défini la manière dont elle était comprise. Wheeler, avant la publication de la thèse d'Everett, essaya de bâtir un soutien pour elle. En mai 1956, il voyagea à Copenhague pour rencontrer Bohr et son cercle. Il apportait une copie du brouillon d'Everett. Il espérait que Bohr, qui avait lui-même été assez ouvert d'esprit pour considérer des idées radicales, accorderait au travail du jeune homme une audience équitable. La visite ne se passa pas bien. Les détails de ce qui se produisit à Copenhague sont fragmentaires, assemblés à partir de lettres, de souvenirs et de témoignages de personnes présentes. Ce qui est clair, c'est que le cercle de Bohr n'a pas examiné les idées d'Everett sur leur mérite. Ils les ont rejetées, non pas par l'argumentation, mais par le mépris. Leon Rosenfeld, un collaborateur proche de Bohr et un défenseur féroce de l'orthodoxie de Copenhague, écrivit plus tard au sujet d'Everett avec un dédain non dissimulé. Il dit que ni lui ni Bohr n'avaient pu avoir la moindre patience avec Everett lorsqu'il avait visité Copenhague pour vendre ce que Rosenfeld appelait des idées désespérément fausses que Wheeler avait très imprudemment encouragé à développer. Rosenfeld qualifia Everett d'indescriptiblement stupide et incapable de comprendre les choses les plus simples en mécanique quantique. C'est remarquable. Non pas parce que Rosenfeld était dur, les physiciens ont toujours été durs entre eux, mais parce que l'attaque était personnelle, pas technique. Rosenfeld n'écrivit pas d'article démontrant des erreurs dans les mathématiques d'Everett. Il n'identifia pas de failles logiques dans la formulation des états relatifs. Il attaqua l'homme, pas l'idée. Et ce faisant, il révéla quelque chose d'important sur l'empire de Copenhague. Il était maintenu non seulement par le mérite intellectuel, mais par la pression sociale. La dissidence n'était pas tolérée, elle était punie. Wheeler organisa pour Everett une visite à Copenhague, en personne, en 1959. Everett fit le voyage. Il rencontra Bohr. Everett décrivit plus tard l'expérience en une seule phrase. C'était un enfer condamné dès le départ.
Bohr fut poli, mais immobile. Il ne s'engagea pas avec les mathématiques. Il n'offrit pas d'objection technique. Il déclara simplement que l'interprétation de Copenhague était correcte et que l'approche d'Everett était superflue. La conversation tourna en rond. Everett présenta ses arguments. Bohr réaffirma sa position. Rien ne bougea. Pour Everett, ce fut dévastateur. Il avait passé des années à développer ses idées. Il avait fait les mathématiques avec soin. Il avait démontré que sa formulation était cohérente avec tous les résultats expérimentaux connus. Et le physicien le plus puissant du monde l'avait simplement balayé d'un geste, pas réfuté, rejeté. La communauté physique plus large suivit l'exemple de Bohr. La thèse d'Everett, publiée en 1957, ne généra presque aucune réaction. Quelques physiciens la remarquèrent, la plupart ne la virent pas. Ceux qui la virent haussèrent les épaules pour la plupart. L'interprétation de Copenhague fonctionnait. Pourquoi s'embêter avec des alternatives? La thèse sombra, et avec elle sombra la carrière de Hugh Everett en physique. Everett avait déjà commencé à abandonner avant la visite à Copenhague. En danger de perdre son sursis de service militaire pendant la guerre froide, il avait accepté un poste au Pentagone en 1956. Il rejoignit un groupe de recherche en défense chargé d'analyser la stratégie militaire. Il acheva son doctorat comme exigence professionnelle, mais il ne retourna pas dans la physique académique. Il ne chercha pas de poste de professeur. Il ne postula pas pour des bourses post-doctorales. Il partit, simplement. Les raisons étaient en partie pratiques. Le Pentagone payait bien. Les postes académiques étaient compétitifs et précaires. Everett avait une femme, Nancy, qu'il avait épousée en 1956. Une famille se formait. Les factures devaient être payées. Mais les raisons étaient aussi émotionnelles. Everett avait proposé l'idée la plus radicale en physique quantique depuis l'invention de la théorie elle-même. Il avait fait les mathématiques. Il les avait défendues devant son comité. Et le monde avait répondu par le silence. Les voix les plus puissantes de la physique lui avaient dit, en substance, qu'il avait tort et que sa faute n'était même pas assez intéressante pour mériter une réfutation. Il confia à des amis qu'il s'était lavé les mains de toute l'affaire en 1956. Il le dit sur un ton désinvolte, comme si cela n'avait pas d'importance. Mais les gens qui le connaissaient dirent Balaandei que cela importait profondément. Le rejet le brûlait. Il s'installa en lui comme une braise. Au Pentagone, Everett trouva un travail qui utilisait ses capacités mathématiques dans une arène complètement différente. Il calculait la mort. Sa mission était de modéliser les effets d'une guerre nucléaire. Combien de personnes mourraient dans une première frappe? Comment les retombées radioactives se disperseraient-elles à travers les continents? Quels étaient les taux de mortalité pour différentes stratégies de ciblage? Combien de bombes à hydrogène faudrait-il pour détruire la capacité de riposte de l'Union soviétique? Ce n'était pas un travail abstrait. Les calculs d'Everett informaient directement les décisions politiques pendant la période la plus dangereuse de la guerre froide. Il briefa des officiels des administrations Eisenhower et Kennedy. Il aida à développer des protocoles de ciblage pour les armes nucléaires. Il travailla sur le plan opérationnel intégré unique, le plan directeur pour une guerre nucléaire qui aurait lancé les missiles américains sur des cibles prédéterminées à travers l'Union soviétique. L'ironie est presque insupportable. L'homme qui avait proposé que chaque résultat possible de chaque événement quantique se réalise effectivement, que la mort dans une branche est accompagnée de la survie dans une autre, que la conscience est immortelle, passait ses journées de travail à calculer combien de millions de personnes mourraient dans un échange nucléaire. Le mathématicien de la survie infinie devint le mathématicien de la mort de masse. Il était doué pour cela. Ses compétences mathématiques étaient exceptionnelles et le Pentagone valorisait la précision. Il gravit les échelons. Il cofonda une entreprise d'analyse de la défense en 1964,
puis une autre société de sous-traitance en 1973. Mais Everett ne revint jamais à la physique. Il ne publia jamais un autre article sur la mécanique quantique. Il ne participa jamais à une autre conférence de physique. Il ne répondit jamais aux rares physiciens qui lui écrivaient pour l'interroger sur sa thèse. Il avait été réduit au silence, non par la force, mais par l'indifférence. Et le silence fut total. Pendant ce temps, l'idée qu'il avait abandonnée commençait très lentement à prendre vie. En 1967, Bryce DeWitt développa ce qui allait devenir l'équation de Wheeler-DeWitt, un cadre théorique pour la gravité quantique qui nécessitait quelque chose de très proche de la fonction d'onde universelle d'Everett. DeWitt crédita Everett pour avoir démontré la nécessité d'une telle approche. En 1970, DeWitt écrivit un article dans Physics Today dans lequel il décrivit la théorie des états relatifs d'Everett et lui donna un nouveau nom: l'interprétation des mondes multiples. L'article suscita des réactions. Le débat s'anima. En 1973, DeWitt et son étudiant publièrent une anthologie intitulée « L'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique ». Le livre contenait la version intégrale, non coupée, de 137 pages de la thèse originale d'Everett, la version que Wheeler avait insisté pour éventrer avant la publication de 1957. Le livre fut épuisé en totalité. La théorie que l'establishment physique avait enterrée en 1957 sortait de terre. Mais Everett, l'homme qui l'avait écrite, n'était pas là pour le voir. Il était ailleurs, quelque part de plus sombre, quelque part que l'interprétation des mondes multiples, malgré toute son élégance mathématique, ne pouvait atteindre. À la fin des années 1960, Hugh Everett III était devenu un fantôme dans sa propre maison. Il vivait dans une banlieue tranquille près de Washington avec sa femme Nancy et leurs 2 enfants, Elizabeth et Mark. De l'extérieur, la famille semblait confortable. Everett gagnait bien sa vie grâce à son travail de défense. La maison avait une piscine intérieure, il conduisait de belles voitures, il mangeait dans de bons restaurants. De l'intérieur, la maison était un mausolée. Everett fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Il buvait lourdement et régulièrement, gin, whisky, tout ce qui était disponible, commençant tôt et continuant tout au long de la soirée. Il mangeait sans retenue, et son poids augmentait année après année. Il ne faisait jamais d'exercice. Il ne voyait jamais de médecin. La méfiance envers la médecine conventionnelle qu'il avait développée en lisant sur la dianétique s'était durcie en quelque chose qui ressemblait davantage à un principe inébranlable. Il refusait de se soumettre à un examen. Il refusait de prendre des médicaments. Il refusait simplement. Ses collègues remarquaient le déclin. Ils voyaient un homme aux capacités mathématiques extraordinaires enveloppé dans un corps qui se détériorait en temps réel. Il était brillant en réunion. Il pouvait résoudre des problèmes qui bloquaient des équipes entières. Mais il se déplaçait lentement, respirait lourdement, sentait le tabac et irradiait une sorte de distance impénétrable qui rendait toute connexion personnelle impossible. À la maison, la distance était pire. Mark Oliver Everett, le fils de Hugh, deviendrait plus tard un musicien célèbre. Mais dans les années 1970, Mark était un garçon grandissant dans une maison où son père existait comme un meuble. Mark a parlé de cela dans des interviews et dans un documentaire de la BBC. Ses descriptions sont précises et dévastatrices. Son père était assis à la table de la salle à bouge à manger, toujours à la table, fumant, buvant, pensant à quelque chose auquel Mark ne pouvait jamais accéder. Il ne jouait pas avec ses enfants. Il ne leur parlait pas de leur journée, de leurs intérêts, de leurs problèmes. Il n'assistait pas aux événements scolaires. Il n'offrait pas d'affection. Il était une présence sans chaleur. Un corps sur une chaise avec un esprit pointé vers ailleurs.
Mark a raconté que la première fois que lui et son père ont eu un contact physique dont il pouvait se souvenir, c'est quand Mark a trouvé le corps de son père. Une nuit, vers la fin, Hugh entra dans la cuisine alors que Mark faisait la vaisselle. Mark fut surpris. Son père n'initiait presque jamais de conversation. Hugh le regarda et demanda, incrédule. « Tu fais la vaisselle ?» Mark dit « Oui ». Hugh considéra cela un moment, puis quitta la pièce. C'était l'interaction. C'était ce qui passait pour de la connexion dans le foyer Everett. Nancy Everett endura un mariage qui se détériorait depuis des décennies. Selon les biographes, la relation était marquée par l'infidélité mutuelle, l'isolement émotionnel et un ressentiment croissant. Hugh était distant et absorbé par lui-même. Nancy cherchait la connexion ailleurs. Ils restèrent ensemble. Ils ne s'épanouirent pas ensemble. Elizabeth, leur fille, lutta contre la maladie mentale dès son jeune âge. Elle fut hospitalisée à de multiples reprises. Elle subit d'importants traitements par électrochoc, un traitement qui était plus courant et plus agressif dans son application durant les années 1970 et 1980 qu'il ne l'est aujourd'hui. Sa souffrance était chronique, sévère et visible pour tout le monde dans la famille. Et à travers tout cela, Hugh Everett était assis à sa table, fumant, buvant, ne disant rien. Il y a une ironie terrible ici, et elle mérite d'être énoncée clairement. L'homme qui avait proposé que la conscience est immortelle, que la fonction d'onde garantit la survie, que la mort dans une branche est accompagnée de la continuation dans une autre, vivait comme si la vie n'avait aucune valeur particulière. Il ne faisait aucun effort pour préserver sa propre santé. Il regardait son corps se décomposer avec le détachement d'un scientifique observant une expérience dont le résultat est déjà décidé. Son biographe écrivit qu'Everett croyait fermement que sa théorie des mondes multiples lui garantissait l'immortalité. Sa conscience, argumentait Everett, était liée à chaque embranchement pour suivre le chemin qui ne menait pas à la mort. Si c'est vrai, et le témoignage le suggère, alors l'autodestruction d'Everett commence à ressembler moins à de la négligence et davantage à une conclusion logique. Pourquoi prendre soin d'un corps qui va être abandonné de toute façon ? Pourquoi prolonger la vie d'un véhicule quand le passager va simplement se transférer dans un autre ? Si la mort n'est qu'un événement de branchement qui ancre la conscience au chemin survivant, alors mourir jeune n'est pas une perte. C'est une transition. D'autres chercheurs ont contesté cette lecture. L'un d'eux écrivit qu'il est peu probable qu'Everett ait adhéré pleinement à la vision de l'immortalité quantique, puisque la seule chose qu'elle garantit avec certitude est que la majorité de vos copies mourront, un objectif difficilement rationnel. Mais les preuves du comportement d'Everett suggèrent le contraire. Il vivait comme si la mort n'était pas une préoccupation. Il buvait, fumait et mangeait avec abandon. Il refusait les soins médicaux. Il ne faisait pas d'exercice. Il ne montrait aucune anxiété face à sa santé déclinante. Il semblait, pour ceux qui le connaissaient, considérer son existence physique avec quelque chose qui approchait le mépris. Une ancienne employée de sa société se rappela que Hugh aimait professer une forme de solipsisme extrême. Elle dit que, bien qu'il prît soin de distancer sa théorie des mondes multiples de toute théorie de l'esprit ou de la conscience, il était évident que tout le monde devait son existence relativement au monde qu'il avait fait naître. C'est une déclaration étrange et révélatrice. Un homme entouré de collègues, d'une femme qui partageait son lit, d'enfants qui avaient besoin d'un père, considérant tous ces gens comme des états relatifs dans une fonction d'onde centrée sur lui-même. Pas de la cruauté exactement, quelque chose de plus froid. Une solitude mathématique si complète que les autres personnes devenaient des variables dans une équation plutôt que des êtres dotés de leur propre réalité irréductible. Et pourtant, il y eut des moments. En 1977, 20 ans après la publication de sa thèse, Hugh Everett reçut une invitation inattendue. John Archibald Wheeler, son ancien directeur de thèse, avait organisé une conférence sur la mécanique quantique
à l'université du Texas à Austin. Wheeler voulait qu'Everett vienne, qu'il parle de sa théorie, qu'il rejoigne, même brièvement, le monde qu'il avait quitté. Everett y alla. Il emmena sa famille. Il traita cela comme des vacances loin de son travail de défense. Et pour la première fois en 2 décennies, il se tint devant un auditoire de physiciens et parla de l'interprétation des mondes multiples. L'accueil fut extraordinaire. Les physiciens dans la salle n'appartenaient bien entendu pas à la même génération que ceux qui avaient rejeté son travail dans les années 1950. C'étaient des chercheurs plus jeunes, dont beaucoup avaient lu l'anthologie de DeWitt et trouvé les idées convaincantes. Parmi l'auditoire se trouvait David Deutsch, alors doctorant de Wheeler, qui deviendrait plus tard l'un des principaux défenseurs des mondes multiples et un pionnier de la théorie de l'informatique quantique. Deutsch a dit que rencontrer Everett lors de ce dîner fut un moment formateur. Everett fit sa présentation. Elle fut bien reçue. Les gens posèrent des questions. Les gens s'engagèrent avec les mathématiques. Pendant quelques heures, dans un amphithéâtre au Texas, Hugh Everett III était de nouveau un physicien. Il apprécia cela. Selon tous les témoignages, il apprécia sincèrement. Il n'avait jamais vacillé dans sa croyance en sa théorie. Il avait simplement cessé d'en parler. Et maintenant, 2 décennies plus tard, le monde commençait à le rattraper. Mais rien n'en résulta. Wheeler essaya d'organiser un retour dans la physique pour Everett. Il proposa d'établir un nouvel institut de recherche en Californie où Everett pourrait travailler sur les fondements quantiques. La proposition n'aboutit pas. Everett retourna en Virginie. Il retourna à sa société. Il retourna à la table, aux cigarettes, au gin. Wheeler lui-même allait plus tard prendre ses distances avec les mondes multiples. En 1980, il déclara qu'il pensait que la théorie créait un fardeau métaphysique trop lourd à porter. Le mentor qui avait encouragé l'étudiant avait, à la fin, rejoint l'establishment qu'il avait rejeté. Le 19 juillet 1982, Hugh Everett III mourut dans son sommeil, dans sa maison en Virginie. Il avait 51 ans. La cause était une crise cardiaque. Étant donné son tabagisme, sa consommation d'alcool, son obésité et son refus absolu de voir un médecin, la crise cardiaque n'était pas une surprise. C'était une certitude repoussée. La seule question avait toujours été « quand ?» Mark Everett, alors âgé de 19 ans, trouva le corps. Sa mère et sa sœur étaient absentes. Mark entra dans la pièce et vit son père étendu, immobile. Il le toucha. Il a dit que c'était la première fois qu'il se souvenait d'un contact physique entre eux, en dehors de ces moments où ils se croisaient dans le couloir. Mark appela sa mère. Il l'entendit dire à Elizabeth de s'asseoir. Quelques instants plus tard, il entendit Elizabeth crier. Cette nuit-là, les 3 Everett survivants dormirent ensemble dans le lit des parents. Il craignait que Nancy ne puisse supporter de dormir seule dans la chambre qu'elle avait partagée avec son mari. Mais Mark écrivit « On ne pouvait jamais vraiment dire comment quiconque gérait quoi que ce soit dans cette maison. » Nancy revint de la morgue avec un petit sac contenant le portefeuille, la montre et l'alliance de Hugh. Hugh Everett avait dit à sa femme qu'il voulait que ses cendres soient jetées à la poubelle. Il était un athée convaincu. Il ne s'intéressait ni à la cérémonie, ni aux souvenirs, ni à la préservation des restes. Si sa théorie était correcte, il n'était pas mort. Il avait simplement bifurqué. Sa conscience continuait quelque part, dans un autre état de la fonction d'onde, expérimentant une autre version des événements. Le corps n'était que des débris. Nancy conserva les cendres dans une urne. Elle ne put se résoudre à exécuter sa demande. 14 ans plus tard, en 1996, Elizabeth Everett mit fin à ses jours. Elle avait 39 ans. Elle avait été hospitalisée à de multiples reprises pour maladie mentale. Elle avait subi d'importants traitements par électrochoc. Elle avait tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises auparavant. La dernière tentative réussit.
Elle laissa une note. Dans celle-ci, elle demandait que ses cendres soient jetées à la poubelle, comme celles de son père. Elle écrivit qu'elle voulait se retrouver dans le bon univers parallèle pour rejoindre son père. Cette note est conservée. C'est l'un des documents les plus déchirants de l'histoire de la science. Une femme qui avait souffert énormément, qui avait vécu avec un père incapable de se connecter, et une théorie qui promettait une connexion au-delà de la mort, utilisant le langage de la mécanique quantique pour présenter la fin de sa vie comme des retrouvailles. 2 ans plus tard, en 1998, pour ce qui aurait été le 68e anniversaire de Hugh Everett, Nancy Everett mourut d'un cancer du poumon, presque certainement causé par des décennies de tabagisme passif dû aux 3 paquets quotidiens de son mari. Mark était à ses côtés. Mark Oliver Everett, le garçon qui avait grandi avec un fantôme pour père, était désormais le seul membre survivant de sa famille. Il canalisa cette douleur dans la musique. L'album Electroshock Blues de son groupe, sorti en 1998, fut écrit en réponse à la mort de sa sœur et à la maladie terminale de sa mère. Le titre fait référence au traitement par électrochoc d'Elizabeth. L'album est un monument de chagrin, rendu en chanson par un homme qui comprenait la mécanique quantique à travers les décombres qu'elle avait laissés dans sa famille. Des années plus tard, Mark réalisa un documentaire pour la BBC dans lequel il explora le travail de son père pour la première fois. Il visita Princeton. Il rencontra des physiciens. Il apprit lentement et avec une émotion visible que son père distant et impossible avait changé la manière dont les êtres humains comprennent la réalité. Mark dit quelque chose dans le documentaire qui est resté gravé dans les mémoires. Il dit qu'il réfléchissait à la colère qu'il ressentait parce que son père n'avait pas pris soin de lui-même, ne voyant jamais de médecin, se laissant devenir gravement obèse, fumant 3 paquets par jour, buvant sans mesure, ne faisant jamais d'exercice. Mais ensuite, il pensa à la manière dont son père avait dit, quelques jours avant de mourir, qu'il avait vécu une bonne vie et qu'il était satisfait. Mark réalisa qu'il y avait une certaine valeur dans la manière de vivre de son père. Il avait mangé, fumé et bu comme bon lui semblait, et un jour il était tout simplement mort, soudainement et rapidement. Étant donné certains des autres destins dont Mark avait été témoin, profiter de la vie puis mourir rapidement n'était pas la pire façon de partir. L'homme qui avait inventé les mondes multiples mourut dans un seul. L'homme qui avait prouvé que chaque résultat est réel n'expérimenta qu'un seul résultat. L'homme dont les mathématiques garantissent la survie de la conscience, dans quelque branche que ce soit fut trouvé froid et immobile dans son lit par le fils qu'il n'avait jamais embrassé. Et la théorie survécut sans lui, grandissant, se propageant, conquérant lentement l'establishment physique même qui avait tenté de l'enterrer. Mais la théorie ne se contentait pas de poser des questions sur l'interprétation de la mécanique quantique. Elle posait une question bien plus personnelle, bien plus terrifiante. Car si les mondes multiples sont réels, et si la logique du branchement quantique tient, alors une implication en découle qui a hanté les physiciens depuis qu'elle a été formalisée. C'est l'idée qui nous ramène à l'arme, au canon pointé vers la tête, et à la question qui ne peut être posée que par la personne qui appuie sur la détente. En 1998, le physicien Max Tegmark, alors à Princeton et plus tard professeur de physique au MIT, formalisa cette implication dans une expérience de pensée si dérangeante que de nombreux physiciens refusèrent d'en discuter publiquement. Il l'appela le suicide quantique. Le dispositif est simple. Imaginez une arme connectée à un générateur quantique de nombres aléatoires. Le générateur mesure le spin d'une particule subatomique. Spin vers le haut. L'arme ne tire pas. Spin vers le bas. L'arme tire. 50-50. Pur hasard quantique. Pas de variable cachée. Aucun moyen de prédire le résultat. Vous êtes assis devant l'arme, la détente est actionnée. Sous l'interprétation de Copenhague, ce qui se passe est simple.
il y a 50% de chances que vous viviez et 50% de chances que vous mouriez. Actionnez la détente 10 fois et les probabilités de survivre à chaque tir sont d'environ 1 sur 1024. Les mathématiques sont propres, froides et définitives. Mais sous l'interprétation des mondes multiples, quelque chose d'entièrement différent se produit. Chaque fois que la détente est actionnée, l'univers se divise. Dans une branche, la particule est spin vers le haut et l'arme ne tire pas. Dans l'autre, la particule est spin vers le bas et elle tire. Les deux branches sont réelles. Mais vous, la personne assise sur la chaise, ne pouvez jamais expérimenter que la branche où vous avez survécu. La branche où vous êtes mort est réelle, mais vous n'y êtes pas. Votre conscience ne continue que le long du chemin où l'arme a cliqué sans tirer. Actionnez la détente encore. Même résultat. L'univers se divise à nouveau. De nouveau, vous survivez. L'autre branche porte une version de l'expérience où vous n'avez pas survécu. De l'extérieur, vos amis voient un corps mort après le premier ou le deuxième tir. Mais de l'intérieur, de votre perspective à la première personne, l'arme ne tire jamais. Elle clique à chaque fois. Et ce n'est pas de la chance, c'est de la physique. C'est ce que les mathématiques prédisent si vous prenez l'interprétation des mondes multiples au sérieux et suivez sa logique jusqu'au bout. Tegmark lui-même souligna quelque chose de crucial. Cette expérience ne peut convaincre qu'une seule personne, la personne assise dans la chaise. Tous les autres voient que les statistiques attendues. Tous les autres voient la voient la mort. Seul vous expérimentez la chaîne impossible de survie. Seul vous obtenez la preuve et vous ne pouvez jamais la partager. Voici l'immortalité quantique. L'idée que, de votre propre point de vue subjectif, vous ne pouvez jamais mourir. Non pas parce que la mort ne se produit pas, mais parce que vous ne pouvez jamais être présent pour en faire l'expérience. Chaque événement de branchement quantique qui pourrait mettre fin à votre vie enracine simplement votre conscience dans la branche où cela ne se produit pas. Pensez à cela un instant. Repensez aux gardes forestiers et à ces 7 foudres. Repensez à la jeune fille tombant de 3 km à travers l'atmosphère et s'en sortant. Repensez à l'hôtesse de l'air chutant de 10 km sans parachute et vivant jusqu'à 66 ans. Sont-ils vraiment extraordinaires? Ou sont-ils simplement des personnes dont la survie a été rendue visible? Chaque personne vivante en ce moment a peut-être déjà survécu à un nombre incalculable d'événements qui, dans d'autres branches, ont mis fin à sa vie. Peut-être êtes-vous la version de vous-même qui a battu des probabilités impossibles, encore et encore et encore. Et vous ne le savez pas parce que vous n'étiez jamais dans les branches où vous avez perdu. Mais l'immortalité quantique a un côté obscur que la plupart des explications populaires passent sous silence. Car si cette logique tient, alors l'immortalité n'est pas quelque chose que vous accomplissez, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous échapper. Et cela change absolument tout. Suivons la logique. Vous êtes vivant en ce moment. Dans l'interprétation des mondes multiples, à chaque événement de branchement quantique qui aurait pu mettre fin à votre vie, vous avez continué le long de la branche où il ne l'a pas fait. Cela se produit depuis le moment où vous avez été conçu, depuis que la première cellule s'est divisée, depuis que la première liaison chimique s'est formée dans la bonne configuration pour vous construire. Vous survivez aux événements quantiques depuis toute votre vie sans le savoir. Maintenant, projetez cela vers l'avant. Vous vieillissez. Vos cellules accumulent des dommages. Vos télomères raccourcissent. Vos organes se dégradent lentement. Vous développez les conditions qui accompagnent éventuellement la vieillesse, maladie cardiaque, cancer, neurodégénérescence. Le corps défaille. Il défaille en ce moment même, en fait, une cellule à la fois, tenue en échec par des mécanismes de réparation qui eux-mêmes se dégradent au fil des décennies. Sous les probabilités normales, ce processus prend fin. Le corps défaille au-delà de la capacité de ses systèmes de réparation. Vous mourrez.
C'est ce qui se passe dans la grande majorité des branches. Mais dans une fraction infinitésimale des branches, quelque chose d'autre se produit. Le cancer ne se développe pas. La plaque artérielle ne se rompt pas. L'anévrisme ne se brise pas. La chute ne casse pas la hanche. L'infection ne prend pas. Chaque événement qui aurait pu mettre fin à votre vie, à chaque instant, tourne dans l'autre sens. La probabilité de cela est astronomiquement basse, plus basse que n'importe quel nombre ayant une signification pratique. Mais si chaque branche est réelle, si chaque résultat quantique possible est réalisé quelque part, alors il existe une branche où vous survivez. Et si la conscience ne peut expérimenter que la branche où elle continue, alors vous vous y retrouvez toujours. Voici le cauchemar. Vous avez 90 ans, votre corps défaille. Dans presque chaque branche, vous êtes déjà mort. Vos amis sont morts. Votre famille est morte. Le monde a continué sans vous. Mais dans une branche mince, une branche impossiblement étroite de la fonction d'onde universelle, vous êtes encore en vie. Pas en bonne santé, pas confortable. Juste en vie. Votre esprit se détériore. Les souvenirs glissent. Vous ne pouvez pas toujours vous rappeler les noms des personnes que vous avez aimées. Votre corps souffre. Une douleur constante, sourde, que les médicaments ne peuvent pas totalement atteindre. Vous ne pouvez pas bouger sans assistance. Vous ne pouvez pas manger sans assistance. Votre monde s'est contracté en une seule pièce, un seul lit, une seule fenêtre donnant sur un monde que vous reconnaissez à peine. Et vous ne mourrez pas. Le cœur continue de battre. Pas fortement, pas bien, mais suffisamment. Les poumons continuent d'aspirer l'air. Le cerveau continue de s'activer, bien qu'avec une cohérence décroissante. Chaque événement quantique qui aurait pu vous libérer a pris l'autre direction. Dans cette branche, vous survivez. Dans cette branche, vous survivez toujours. 100 ans, 110, 120. Le record mondial vérifié de la personne la plus âgée est celui d'une Française qui vécut jusqu'à 122 ans et 164 jours. Mais l'interprétation des mondes multiples ne se soucie pas des records. Elle ne se soucie pas de ce qui est typique. Elle ne se soucie que de ce qui est possible. Et tant qu'il existe une configuration quantique qui vous maintient en vie, même à peine, même misérablement, vous continuez. 200 ans. La branche est si mince maintenant, si improbable que des billions d'autres branches ont depuis longtemps vu votre mort. Mais celle-ci persiste. Votre corps est maintenu par des machines, par des interventions, par une chaîne ininterrompue de coïncidences quantiques qui défient la compréhension. Et vous êtes conscient, partiellement, faiblement, suffisamment conscient pour savoir que vous existez, suffisamment conscient pour souffrir. C'est le côté sombre de l'immortalité quantique. Ce n'est pas une promesse de jeunesse éternelle. Ce n'est pas la résurrection. Ce n'est pas le paradis. C'est la garantie que votre expérience subjective n'atteint jamais zéro. Vous approchez asymptotiquement de la mort sans jamais y arriver. Vous vous rapprochez de plus en plus du néant sans jamais l'atteindre tout à fait. Le philosophe Friedrich Nietzsche proposa le concept de l'éternel retour. L'idée que tout ce qui s'est produit se reproduira identiquement, infiniment. Il l'appela le fardeau le plus lourd. La pensée la plus terrifiante qu'un être humain puisse affronter. L'immortalité quantique est pire. Dans l'éternel retour, vous répétez la même vie. Les joies reviennent avec les souffrances. Dans l'immortalité quantique, les joies s'amenuisent. Les branches où de bonnes choses se produisent deviennent de plus en plus rares à mesure que votre corps se dégrade. Ce qui reste est la persistance sans but, l'existence sans expérience, et il n'y a pas de sortie. C'est l'implication la plus cruelle de l'expérience de pensée. Même les tentatives délibérées de mettre fin à sa propre vie échoueraient sous l'immortalité quantique stricte du point de vue de la première personne. L'arme s'enraye. La chute est amortie. La dose est insuffisante.
Dans chaque branche où vous survivez. Peu importe à quel point vous pourriez vouloir que cela s'arrête. Tegmark lui-même aborda cela directement. Il souligna que la faiblesse dans l'extension du suicide quantique à la mort ordinaire dans le monde réel est que la mort n'est généralement pas un événement binaire. C'est un processus, un affadissement graduel, un continuum d'états entre pleinement conscient et pleinement mort. L'expérience de pensée du suicide quantique fonctionne parce qu'elle fabrique un binaire artificiel, vivant ou mort, sans terrain intermédiaire. Mais la mort réelle est désordonnée. Elle prend du temps. La conscience s'assombrit graduellement, comme une lumière sur un variateur lent. Tegmark dit qu'il était confiant que, même si une personne ne peut pas mourir d'un seul coup, elle peut s'estomper doucement. Cela signifie que, même dans le cadre des mondes multiples, l'immortalité quantique stricte, la version où vous survivez pour toujours en pleine conscience, ne tient probablement pas. Ce que vous obtenez à la place est quelque chose de plus subtil et, à certains égards, de plus troublant. Un rétrécissement graduel, un assombrissement lent, une expérience qui s'estompe sans jamais finir complètement, comme un signal radio qui devient de plus en plus faible jusqu'à ce que le bruit statique submerge le signal, mais ne le remplace jamais tout à fait. L'immortalité quantique est aussi radicalement, fondamentalement solitaire. Vous survivez, mais vous survivez dans un monde qui se vide autour de vous. Dans la plupart des branches, les personnes que vous aimez meurent aux âges que vous attendriez, 70, 80, peut-être 90 ans. Et vous leur survivez à tous, pas de quelques années, de décennies, de siècles. Dans les branches les plus extrêmes, de millénaires. Ce n'est pas l'immortalité du mythe. Gilgamesh cherchait l'immortalité pour vaincre le deuil. L'immortalité quantique garantit le deuil. Elle garantit que vous survivrez à tous ceux que vous aimez, toujours, pour toujours, dans les branches où vous persistez. Considérez maintenant ce que tout cela signifie pour l'identité. En ce moment même, votre cerveau prend des décisions. Pas seulement les grandes décisions. Des billions de décisions microscopiques. Des neurones s'activent ou ne s'activent pas. Des synapses libèrent des neurotransmetteurs ou les retiennent. Des gradients chimiques se déplacent. Des impulsions électriques se propagent à travers des réseaux de cellules à des vitesses mesurées en millisecondes. Chacun de ces événements, à son niveau le plus fondamental, est gouverné par la mécanique quantique. La libération d'une molécule de neurotransmetteur d'une vésicule synaptique implique le comportement d'ions individuels passant par des canaux protéiques dans les membranes cellulaires. Ces ions sont des objets quantiques. Leur comportement est probabiliste. Sous l'interprétation des mondes multiples, même le hasard quantique noyé dans le bruit thermique compte, parce que chaque événement quantique, même infime, même rapidement décohéré, produit un embranchement. Le résultat était que le nombre de branches créées par votre cerveau seul en une seule seconde est un nombre si grand que l'écrire nécessiterait plus de chiffres qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. Et ce n'est pas seulement votre cerveau. C'est chaque cerveau, chaque cellule, chaque molécule, chaque atome, chaque photon rebondissant sur chaque surface, chaque désintégration radioactive, chaque interaction entre chaque particule dans l'ensemble du cosmos. Tout se ramifie, tout se divise, tout est réel. Le nombre total de branches dans la fonction d'onde universelle n'est pas simplement grand. C'est un type d'infini que les mathématiciens appellent non dénombrablement infini. Vous ne pouvez pas les lister, vous ne pouvez pas les numéroter, vous ne pouvez pas les placer en séquence. Ils prolifèrent plus vite que tout processus fini ne pourrait les suivre. Et dans chaque branche, il y a une version de vous. C'est l'implication que la plupart des gens trouvent soit exaltante, soit horrifiante, et parfois les deux. Dans certaines branches, vous avez fait des choix différents. L'emploi que vous n'avez pas pris, vous l'avez pris. La personne que vous n'avez pas appelée, vous l'avez appelée. Le risque que vous avez évité, vous l'avez embrassé.
Chaque bifurcation de votre vie, chaque moment d'hésitation, chaque décision qui semblait pouvoir aller dans les deux sens est effectivement allée dans les deux sens. Les deux versions existent, les deux versions ont continué, les deux versions croient qu'elles sont vous, mais cela va plus loin que les choix de vie. Parce que la ramification n'est pas motivée par les décisions, elle est motivée par les événements quantiques, et les événements quantiques sont partout, tout le temps, à toutes les échelles. Vous n'avez pas besoin d'être à un carrefour pour que l'univers se divise. L'univers se divise quand un photon frappe un miroir, quand un atome radioactif se désintègre, quand un électron traverse par effet tunnel une barrière de potentiel. Ces événements n'ont rien à voir avec le choix humain ou la conscience humaine. Ils se produisent dans l'espace vide, dans les étoiles mortes, dans les noyaux des planètes où aucun observateur n'a jamais existé et n'existera jamais. La ramification est universelle, constante et indifférente à la présence d'un témoin. Cela crée une question profonde sur l'identité. S'il existe un nombre non dénombrable de versions de vous, laquelle êtes-vous réellement? La réponse intuitive est celle-ci, celle qui lit en ce moment, celle qui fait cette expérience, celle dont les souvenirs forment un récit continu de l'enfance à cet instant. C'est vous. Les autres sont des copies, des variations, des alternatives. Mais l'interprétation des mondes multiples ne soutient pas cette intuition. Il n'y a pas de branche maîtresse, pas de version préférée, pas d'original dont les copies descendent. Chaque version a une revendication également valide à être vous. Chaque version a des souvenirs continus. Chaque version croit être la vraie. La seule différence entre vous et votre voisin quantique le plus proche est que, dans leur branche, un photon a rebondi sur votre rétine au lieu d'être absorbé, ou un neurone s'est activé 1 milliseconde plus tôt, ou un ion calcium est allé à gauche au lieu d'aller à droite. Vous n'êtes pas une personne unique. Vous êtes un vaste ensemble de personnes divergeant les unes des autres à chaque battement quantique, chacune portant une version légèrement différente de votre expérience, de vos pensées, de votre identité. Le physicien David Deutsch, qui a réfléchi plus soigneusement au monde multiple que presque quiconque, a soutenu que les mondes multiples sauvent en fait le libre arbitre d'une manière contre-intuitive. Sous le déterminisme, le rival traditionnel du libre arbitre, le futur est fixé. Vous n'auriez pas pu agir autrement. Mais sous les mondes multiples, vous agissez effectivement autrement. Dans une autre branche, vous avez pris l'autre chemin. La structure de la réalité accommode tous vos choix possibles, et chaque version de vous expérimente les conséquences de l'un d'entre eux. Le libre arbitre dans ce cadre n'est pas la capacité de choisir un résultat parmi plusieurs. C'est le fait que tous les résultats sont choisis par toutes les versions de vous simultanément. Considérez ce que cela signifie sur la durée d'une vie. Vous naissez. Dans chaque branche, vous naissez, parce que les branches qui ont conduit à votre existence convergent en ce point. Mais à partir de ce moment, la divergence commence. Quand vous avez 1 an, le nombre de branches dans lesquelles vous existez est déjà devenu inimaginablement grand. Quand vous avez 10 ans, le nombre défie toute analogie humaine. Quand vous avez 30 ans, le nombre de versions de vous qui existent à travers la fonction d'onde universelle est une quantité qui n'a de nom dans aucune langue. Et chacune de ces versions croit être l'original. Chacune a des souvenirs. Chacune a une personnalité. Chacune a une histoire de vie qu'elle considère comme singulière et significative. Aucune n'a tort. Toutes sont vous. Et aucune ne connaît l'existence des autres. Quand vous atteignez la vieillesse, quelque chose d'étrange s'est produit. La grande majorité des branches dans lesquelles vous existiez autrefois ont vu votre mort. Crise cardiaque, cancer, accident, maladie, tous les mécanismes qui mettent fin à la vie humaine l'ont fait dans presque chaque branche. Le nombre de versions survivantes diminue. L'ensemble s'amincit. La probabilité de votre existence continuée
pondérée sur toutes les branches, approche 0. Mais elle n'atteint pas 0. Dans quelques branches extraordinairement improbables, vous survivez. Vous êtes une aberration statistique extrême. Vous êtes la version de vous-même qui a battu chaque probabilité, esquivé chaque menace, survécu à chaque mécanisme qui aurait dû vous achever. Tac. Vous ne savez pas que vous êtes une aberration parce que vous n'avez pas accès aux branches où vous êtes mort. Vous continuez simplement. Et vous ne le savez même pas. C'est la partie la plus étrange. Vous traversez votre vie en vieillissant normalement, en expérimentant la séquence habituelle des événements, sans aucune conscience que, du point de vue de la fonction d'onde universelle, votre existence continuée est d'une improbabilité vertigineuse. Vous vous sentez normal. Vous vous sentez ordinaire. Vous vous sentez comme la même personne que vous avez toujours été. Mais vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes le survivant d'une loterie cosmique qui fonctionne depuis le moment de votre naissance, éliminant des branches à chaque battement quantique. Et vous êtes celui qui est encore là, non par chance, non par destin, mais par le branchement implacable d'une fonction d'onde qui produit chaque résultat et filtre votre expérience vers les branches où vous continuez. Chaque version de vous est réelle. Vous êtes simplement celle-ci. Et maintenant, nous arrivons aux mathématiques. Les mathématiques qui sous-tendent tout ce que nous venons de traverser. Les mathématiques qui ne reculent pas devant l'inconfort, qui ne se soucient pas de vos préférences, qui disent ce qu'elles disent avec l'indifférence d'une loi naturelle. Il existe un nombre si grand que si vous essayiez de l'écrire, vous manqueriez d'atomes dans l'univers avant de manquer de chiffres. Ce n'est pas une abstraction théorique. C'est le nombre de branches de la fonction d'onde universelle qui ont divergé de l'état de la réalité qui existait il y a une seconde. Nous sommes habitués au grand nombre. Les astronomes travaillent en milliards. Les chimistes utilisent le nombre d'Avogadro, environ 6,02 fois 10 puissance 23. Les informaticiens comptent en pétaoctets et hexaoctets. Les nombres qui émergent de l'interprétation des mondes multiples font ressembler tout ceci à de la menue monnaie. Le fondement mathématique de l'immortalité quantique repose sur un résultat standard de la théorie des probabilités. Étant donné suffisamment d'essais, tout événement ayant une probabilité non nulle se produira. Si vous lancez une pièce, les chances d'obtenir face 100 fois de suite sont d'environ 1 sur 10 puissance 30. Cela ne se produira presque certainement jamais dans l'univers observable tel que nous l'expérimentons. Mais dans l'interprétation des mondes multiples, cela se produit. Parce que chaque résultat se réalise. Chaque lancé produit une branche face et une branche pile. Après 100 lancers, il y a 2 puissances sans branches, approximativement 1,27 fois 10 puissance 30. Et dans l'une de ces branches, chaque lancé est tombé sur face. Cette branche est aussi physiquement réelle que la plus probable. Elle porte des observateurs. Elle porte des conséquences. Remplacez maintenant la pièce par votre survie. À chaque instant, les événements quantiques dans votre corps pourraient aller d'un côté ou de l'autre. Une enzyme de réparation de l'ADN attrape une mutation ou ne l'attrape pas. Une cellule immunitaire identifie une cellule cancéreuse ou la rate. Un caillot sanguin se forme ou se dissout. Chacun de ces événements a une probabilité. Sous la physique normale à monde unique, ces rares événements défavorables s'accumulent au cours d'une vie. Assez tourne mal pour que le corps défaille et que vous mouriez. C'est le vieillissement. C'est la mortalité. C'est la condition humaine. Sous les mondes multiples, chaque résultat se produit. Dans la plupart des branches, les rares événements néfastes surviennent et vous mourrez dans les délais prévus. Mais dans certaines branches, chaque événement quantique qui aurait pu vous nuire a pris la direction favorable. La mutation a été réparée. La cellule cancéreuse a été détectée. Le caillot s'est dissous, l'anévrisme a tenu. Dans ces branches, vous survivez bien au-delà de ce que tout modèle statistique prédirait. Et la logique de l'expérience consciente,
le fait que vous ne pouvez observer qu'une branche dans laquelle vous êtes en vie, signifie que, de votre perspective à la première personne, vous vous trouvez toujours dans une branche survivante. Vous n'expérimentez jamais les branches où vous êtes mort parce qu'il n'y a pas de « vous » là-bas pour expérimenter quoi que ce soit. C'est le fondement mathématique de l'immortalité quantique. Ce n'est pas une hypothèse nécessitant une confirmation expérimentale. C'est une conséquence logique de 3 prémices. Premièrement, l'interprétation des mondes multiples est correcte. Deuxièmement, la conscience nécessite un substrat physique fonctionnel. Troisièmement, chaque événement quantique produit un embranchement. Si les 3 sont vrais, l'immortalité quantique s'ensuit aussi inévitablement que 2 + 2 = 4. La question, évidemment, est de savoir si les 3 prémices sont vraies. La première, l'interprétation des mondes multiples est-elle correcte, fait l'objet du débat le plus profond en cours dans les fondements de la physique. Quand Everett proposa sa théorie, en 1957, elle fut ignorée par presque tout le monde. Dans les années 1970, l'advocacy de DeWitt l'avait portée à une attention plus large. Dans les années 1980, une communauté petite mais grandissante de physiciens la prenait au sérieux. Au XXIe siècle, elle est devenue l'une des interprétations dominantes de la mécanique quantique, soutenue par certains des physiciens les plus éminents du monde. David Deutsch, professeur à l'université d'Oxford et l'un des fondateurs de l'informatique quantique, est un défenseur engagé des mondes multiples. Il soutient que le calcul quantique lui-même fournit des preuves en faveur de l'interprétation. Un ordinateur quantique effectue des calculs qui prendraient à un ordinateur classique plus longtemps que l'âge de l'univers. Où se produisent ces calculs? Deutsch soutient qu'ils se produisent dans des branches parallèles de la fonction d'onde. La puissance de calcul d'un ordinateur quantique est en fait empruntée à ses homologues dans d'autres univers. D'autres physiciens de premier plan ont également défendu les mondes multiples, arguant que c'est l'interprétation la plus parcimonieuse parce qu'elle n'ajoute rien aux mathématiques. L'équation de Schrödinger contient déjà le branchement. L'interprétation de Copenhague ajoute quelque chose d'extra, le postulat d'effondrement, qui n'est pas dans l'équation. Les mondes multiples prennent l'équation pour ce qu'elle dit. Ce n'est pas ajouter de la complexité, c'est en retirer. Les sondages sur les interprétations préférées des physiciens varient considérablement, mais la tendance au cours des 2 dernières décennies a été indéniable. Les mondes multiples sont passés d'une idée marginale à un concurrent sérieux. Dans certains sondages, particulièrement parmi les chercheurs en informatique quantique et les cosmologistes, c'est l'interprétation la plus populaire. Dans d'autres, Copenhague conserve une avance étroite, mais la marge se réduit. Et ici se trouve la vérité inconfortable. Personne n'a produit de réfutation définitive. Il y a eu des objections sérieuses. La plus importante est le problème de la base préférée. Quand l'univers se ramifie, qu'est-ce qui détermine les branches? L'équation de Schrödinger ne spécifie pas une manière unique de décomposer la fonction d'onde en branches. La réponse standard implique la décohérence, le processus par lequel les informations sur l'état d'un système quantique fuient dans les particules environnantes, sélectionnant effectivement un ensemble préféré d'états, les états pointeurs, qui sont les seuls assez robustes pour survivre au bombardement constant des interactions environnementales. La théorie de la décohérence, développée dans les années 1970 et 1980, n'a pas été conçue comme une défense des mondes multiples, mais elle s'est avérée fournir exactement le mécanisme dont les mondes multiples avaient besoin. Les branches sont réelles. Elles sont sélectionnées par la physique, pas par convention. Et elles sont la raison pour laquelle le monde classique semble classique, même si la physique sous-jacente est quantique. Hugh Everett n'a pas vécu pour voir cette validation. Il est mort en 1982, croyant en sa théorie, se buvant à mort, entouré d'une famille qui ne pouvait pas l'atteindre. Au moment où les mondes multiples ont atteint une respectabilité mainstream, Everett était mort depuis des décennies. Mais les mathématiques ont survécu.
Les mathématiques survivent toujours. Les personnalités s'effacent. Les politiques se dissolvent. Les pressions sociales qui ont réduit au silence un jeune homme brillant dans les années 1950 se sont évaporées. Ce qui reste, c'est l'équation de Schrödinger, inchangée depuis 1926, et la question qu'Everett a posée, et si elle disait la vérité? Et si la fonction d'onde ne s'effondrait jamais? Et si chaque résultat possible était réel? Et si vous étiez déjà mort dans plus de branches que vous ne pouvez l'imaginer? Et la raison pour laquelle vous êtes encore ici n'est pas la chance, mais la loi. Les mathématiques ne bronchent pas. Les mathématiques ne se soucient pas de votre confort. Les mathématiques disent ce qu'elles disent. Et ce qu'elles disent, c'est que chaque version de chaque événement se produit en ce moment même, dans une infinité de branches se déployant depuis cet instant comme la surface d'une sphère en expansion. Et vous chevauchez un fil de cette expansion, le fil où vous avez survécu, le fil où vous lisez, le fil où vous posez encore des questions, mais il reste une dernière question, la question finale. Celle qui ne peut être tranchée ni par les mathématiques, ni par les expériences, ni par les expériences de pensée. Que se passe-t-il à la fin? Pas la fin de votre vie, la fin de votre expérience. Le moment où la conscience s'éteint, si elle s'éteint jamais. Que ressent-on? Que dit la mécanique quantique sur la frontière entre l'être et le non-être? Vous avez été vivant pendant toute votre vie. Cela semble évident, cela semble trivial, mais c'est le fait le plus important sur votre existence. Et c'est le fait que la mécanique quantique ne peut pas pleinement expliquer. Vous n'avez jamais fait l'expérience de l'inconscience. Pas vraiment. Vous vous êtes endormi, réveillé. Mais l'intervalle entre ces événements n'est pas une expérience. C'est une absence. Vous n'avez pas remarqué les heures qui passaient pendant que vous dormiez parce qu'il n'y avait personne pour les remarquer. Vous avez fermé les yeux et les avez rouverts et l'horloge avait avancé. Le vous qui s'est endormi et le vous qui s'est réveillé se sentent continus. Mais la continuité est une inférence, pas une observation. La mécanique quantique ne traite pas directement de la conscience. L'équation de Schrödinger décrit l'évolution des états quantiques. Elle ne contient pas de variables pour la conscience. Il n'y a pas d'opérateur dans le formalisme mathématique qui correspondent à l'expérience subjective d'être. Et pourtant, la conscience est le seul prisme à travers lequel tout cela a de l'importance. Sans conscience, la fonction d'onde se ramifie et personne ne le remarque. Sans conscience, l'expérience de la double fente produit des motifs que personne n'interprète. Sans conscience, l'immortalité quantique est une curiosité mathématique sans observateur pour en faire l'expérience. Alors, que dit la mécanique quantique, combinée à notre meilleure compréhension de la conscience, sur ce qui se passe quand vous fermez les yeux pour la dernière fois? Il y a 4 possibilités. La première est la réponse de Copenhague. La mort est la mort. La fonction d'onde s'effondre. Le système qu'était votre cerveau cesse de fonctionner. La conscience, qui était un produit de ce système, prend fin. Pas de continuation, pas de branchement, pas de survie dans un autre univers, c'est la vue la plus communément enseignée. Elle est propre, austère et définitive. Elle exige aussi le postulat d'effondrement, qui est une règle ajoutée aux mathématiques de l'extérieur, sans mécanisme physique pour l'expliquer. La deuxième possibilité est les mondes multiples sans immortalité. La fonction d'onde ne s'effondre jamais. Le branchement est réel. Mais la conscience est liée à l'état physique du cerveau. Et quand le cerveau se dégrade, la conscience se dégrade avec lui. Il n'y a pas de transfert magique vers une branche survivante. Vous mourrez dans certaines branches et survivez dans d'autres. Mais la mort est réelle, pleinement vécue comme un affadissement. Et la survie est vécue par une version de vous qui a divergé si loin de la version mourante que les appeler la même personne est un étirement.
C'est la vue défendue par de nombreux physiciens qui acceptent les mondes multiples mais rejettent l'immortalité quantique. Certains ont argumenté que vous ne devriez pas considérer les versions de vous-même dans différentes branches comme partageant des expériences ou des récompenses. Ce sont des personnes séparées. Ce qui arrive à l'une ne bénéficie ni ne nuit à l'autre. Le fait qu'une version de vous survive ne rend pas votre mort dans cette branche moins réelle ou moins finale de votre perspective. La troisième possibilité est l'immortalité quantique complète. La fonction d'onde ne s'effondre jamais. La conscience est indestructible en ce sens qu'il existe toujours une branche où le substrat physique qui la génère continue de fonctionner. L'effet de sélection subjectif est réel. Vous ne pouvez jamais faire l'expérience de votre propre non-existence parce que l'expérience requiert l'existence. C'est la version la plus extrême, la version qu'Everett a peut-être secrètement crue, la version qui a inspiré la note finale de sa fille, la version qui est soit l'idée la plus libératrice de l'histoire de la pensée humaine, soit la plus terrifiante. Le problème avec cette version, comme nous l'avons vu, c'est l'affadissement. Même ses défenseurs reconnaissent que les branches survivantes deviennent de plus en plus minces. La qualité de la conscience dans ces branches se dégrade. L'expérience d'être en vie dans la branche survivante la plus improbable peut ne ressembler en rien à l'expérience d'être en vie dans une branche saine et typique. L'immortalité, si elle existe, n'est pas un cadeau. C'est une lente dissolution. La quatrième possibilité est quelque chose au-delà de la physique entièrement. Peut-être que la conscience n'est pas pleinement décrite par la mécanique quantique. Peut-être n'est-elle pleinement décrite par aucune théorie physique. Peut-être y a-t-il quelque chose dans l'expérience subjective d'être. La rougeur du rouge, la douleur de la douleur, le simple fait qu'il y a quelque chose que cela fait d'être vous, qui échappe à l'équation de Schrödinger aussi complètement qu'il échappe à la mécanique classique. C'est le problème difficile de la conscience, nommé par le philosophe David Chalmers en 1995. Pourquoi l'expérience subjective existe-t-elle du tout? La physique peut décrire le comportement de chaque particule dans votre cerveau sans jamais mentionner la conscience. Les équations fonctionnent parfaitement sans elle. Et pourtant, elle est là. Vous êtes là. La conscience est là. Si la conscience n'est pas pleinement captée par la physique, alors la physique ne peut pas vous dire ce qui lui arrive à la mort. La fonction d'onde se ramifie. Le cerveau s'arrête. Mais ce qui arrive à la conscience, au fil subjectif, à l'expérience à la première personne, n'est simplement pas de la juridiction de l'équation de Schrödinger. C'est une question ouverte et elle pourrait le rester. Sous cette vue, l'immortalité quantique n'est ni vraie ni fausse. Elle n'est simplement pas le bon cadre. La question de ce qui se passe après la mort n'est pas une question sur les fonctions d'onde, le branchement ou les amplitudes de probabilité. C'est une question sur la nature de l'esprit. Et l'esprit est peut-être quelque chose que la physique, dans sa forme actuelle, n'est pas équipée pour résoudre. Alors où tout cela nous laisse-t-il ? Nous avons parcouru une longue route cette nuit. Nous avons commencé avec la réalité banale de votre trajet matinal et les rayons cosmiques traversant votre corps. Nous avons rencontré les survivants impossibles, les personnes qui ont battu des probabilités si extrêmes que la théorie des probabilités ploie sous leur poids. Nous nous sommes assis devant l'arme quantique et avons regardé l'univers se diviser à chaque pression sur la détente. Nous avons suivi Hugh Everett, 3 depuis une enfance solitaire à Washington, jusqu'à une soirée de xérès et d'équations révolutionnaires à Princeton. Nous l'avons vu défier le physicien le plus puissant du monde et perdre. Nous l'avons vu se retirer au Pentagone, dans les contrats de décines et de défense, dans une vie de cigarettes, de gin et de solitude mathématique. Nous avons vu sa théorie renaître de ses cendres, tandis que lui-même s'enfonçait dans un tombeau précoce. Nous nous sommes tenus dans les ruines de sa famille, la note d'Élisabeth, le cancer de Nancy, la musique de Marc, les cendres qui ont été et n'ont pas été jetées. Nous avons traversé l'expérience de la double fente,
la porte d'entrée vers l'étrangeté quantique, et vu un photon passer par deux portes à la fois. Nous avons exploré le branchement, l'infinité non dénombrable de mondes qui se séparent de cet instant dans toutes les directions. Nous avons regardé les mathématiques, la règle de Born, la décohérence, l'équation de Schrödinger qui coule comme une rivière à travers tout ce qui existe. Et nous sommes arrivés ici, au bord, à la frontière entre ce que la physique peut dire et ce qu'elle ne peut pas. La vérité est que personne ne sait ce qui se passe quand vous fermez les yeux pour la dernière fois. Pas les physiciens, pas les philosophes, pas les neuroscientifiques, pas l'homme qui a écrit les équations qui ont ouvert cette question en premier lieu. L'interprétation de Copenhague dit que l'histoire se termine. Les mondes multiples disent que l'histoire se ramifie. L'immortalité quantique dit que l'histoire continue. Le problème difficile de la conscience dit que nous ne comprenons pas assez bien le narrateur pour savoir. Voici ce que nous savons. Vous êtes ici, maintenant, conscient, éveillé, posant des questions. Ce n'est pas anodin. Dans un univers qui est principalement du vide, principalement de la matière morte, principalement du froid cosmique s'étendant sur des milliards d'années-lumière dans toutes les directions, vous êtes un nœud de complexité organisée qui peut réfléchir à lui-même. Vous pouvez contempler votre propre existence. Vous pouvez vous interroger sur votre propre mort. Vous pouvez tenir dans votre esprit la structure mathématique d'une théorie qui dit que vous pourriez vivre pour toujours et simultanément douter de ses conclusions. Cette capacité, cette conscience, ce miracle inexpliqué et impossible d'être une entité consciente dans un univers physique, est peut-être la seule immortalité qui compte. Pas l'immortalité de survivre dans chaque branche. Pas l'immortalité des effets de sélection quantique ancrant votre conscience autour de la mort. Pas l'immortalité promise par les religions ou espérée par les milliardaires ou suggérée par les équations. L'immortalité d'avoir été ici. Hugh Everett III est né en 1930 et mort en 1982. 51 ans, un clin d'œil à l'échelle cosmique. Il a écrit des équations qui ont changé la manière dont les êtres humains comprennent la structure de la réalité. Il a proposé que chaque version possible des événements est réelle, que l'univers est infiniment plus vaste que tout ce qui avait été imaginé auparavant, que la conscience tisse son chemin à travers une infinité de branches comme une aiguille à travers un tissu infini. Il croyait peut-être qu'il survivrait à sa propre mort, que sa conscience continuerait dans une autre branche, que la poubelle n'était pas une fin mais une formalité. Sa fille le croyait aussi, et elle l'a testé. S'ils avaient raison est une question qui ne peut être répondue que par une seule personne à la fois. L'expérience est accessible à chacun d'entre nous. Elle est fournie gratuitement avec la conscience. Et elle produit un résultat que l'expérimentateur ne pourra jamais partager. En attendant, nous avons ceci, cet instant, cette branche, cette version des événements dans laquelle vous êtes vivant, en train de lire, de penser et de vous interroger. Peut-être est-ce la seule branche, peut-être est-ce l'une d'un nombre incalculable. Peut-être que la différence n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que vous êtes ici, que l'univers a produit quelque chose qui peut se demander si l'univers l'a déjà produit ailleurs, dans d'autres lieux, dans d'autres branches, dans d'autres versions de cette nuit. Et cette question, la question de savoir si la conscience occupe une place spéciale dans la physique de la réalité, est la question la plus profonde que la physique ait jamais rencontrée, plus profonde que la relativité, plus profonde que la mécanique quantique, plus profonde que l'origine de l'univers lui-même. Parce que sans conscience, il n'y a personne pour poser les questions. Et sans les questions, la physique n'est que des nombres dans une pièce vide. Les mathématiques de Hugh Everett sont belles. Sa vie fut tragique, sa théorie est peut-être correcte, sa famille fut détruite. Et l'univers continue de se ramifier, indifférent à tout cela, se divisant et se divisant et se divisant dans un avenir qui contient chaque possibilité, y compris
la possibilité que rien de tout cela n'ait d'importance, et la possibilité que ce soit la chose la plus importante jamais pensée. Les deux sont réels, c'était son point. Merci d'avoir été là cette nuit, merci d'avoir lu, merci d'être la version de vous-même qui est restée jusqu'à la fin. Dans quelque autre branche, vous avez arrêté il y a longtemps, mais dans celle-ci, vous êtes encore là. Et cela signifie quelque chose, même si nous ne savons pas encore quoi. Bonne nuit, dormez bien. Et essayez de ne pas trop penser au nombre de versions de vous qui ferment les yeux en ce moment même.